Ok, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui on va interviewer Anis Herbib qui est membre de la formation mais pas que. Il est également aujourd'hui coach pour les membres de la formation, il est business coach également, il aide les entrepreneurs à démarrer et développer leur business from scratch avec différentes stratégies. Tu as un parcours aussi entrepreneurial assez dingue. Ça fait plus de 10 ans maintenant que tu es entrepreneur, tu as énormément de choses à nous transmettre et je vous invite vraiment à prendre un stylo, un bloc-notes parce que je pense que beaucoup de choses, beaucoup de pépites vont être transmises dans cette interview plus qu'inspirant. Merci Anis de nous accorder un petit peu de ton temps pour cette interview. Comment vas-tu? Je vais super bien, Alex. Je te remercie vraiment à la grande forme. Et c'est un honneur que d'être interviewé et que de passer sur la chaîne. Au top. Merci. Bah écoute, c'est un plaisir qui est partagé depuis maintenant quelques mois qu'on se connaît. C'est vrai que c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi. Est-ce que tu peux un petit peu te présenter par rapport à ton parcours, raconter un petit peu d'où tu viens, qui tu es, ce que tu fais et ce qui aujourd'hui fait que tu es devenu business coach? Yes, bien sûr. Alors, moi, je suis entrepreneur officieusement depuis que j'ai 15-16 ans et officiellement depuis mes 22 ans à la sortie de mon master en finance. Euh, j'ai tout de suite sauté dans le bain et j'ai créé ma première entreprise que j'ai revendue 2 ans plus tard pour en créer une deuxième que j'ai revendue 2 ans plus tard, etc. Et j'ai répété le cycle à plusieurs reprises. Et tout au long de ces expérimentations, euh, j'ai lancé différents projets, différents tests, différents business en parallèle de ces 4 vraies structures, 4 vraies entreprises et au sein desquelles j'avais vraiment des salariés où je vendais des services, je vendais autre chose. Donc j'ai vraiment fait un peu le tour en un temps record et ce qui m'a permis de me rendre compte que moi ce que j'aimais vraiment c'était le lancement, c'était l'excitation du début, c'était créer quelque chose à partir de zéro. Et c'est tout naturellement que des personnes ont commencé à me solliciter pour m'associer au début. Est-ce que tu veux monter une boîte avec moi? Donc je disais non, non, non. Puis un jour, je leur ai dit, écoutez, ben, ce que je vous propose, c'est pas de m'associer avec vous dans divers projets, mais c'est de vous accompagner. Et Ok. là, bah, tout de suite, on a commencé à me solliciter. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, je suis vraiment business coach avec une spécificité qui est d'accompagner pas forcément les entrepreneurs débutants, mais en tout cas les entrepreneurs dans leur début d'entreprise à partir de zéro et construire quelque chose de sur mesure par rapport aux dirigeants, parce que parfois ça peut être aussi des équipes, mais surtout généralement aux solopreneurs. D'accord. Ok. Ça fait longtemps que tu fais cette activité? De business coach, ça fait 2 ans. On m'a sollicité la première fois en juillet 2017. Officiellement, vraiment, on m'a dit, écoute, je te paye, accompagne-moi. Et sinon, j'ai déjà donné, conseillé naturellement tout au long de mon parcours entrepreneurial. Ok, ouais. La chose qui va vraiment être intéressante, je pense, dans cette interview également, c'est qu'on va pouvoir reprendre certains des points clés que tu arrives à identifier lorsqu'un entrepreneur se lance, lorsqu'un entrepreneur démarre, des points clés positifs, mais aussi des points clés négatifs. Ce qui fait le succès d'un projet et d'un entrepreneur et ce qui fait aussi son échec. À savoir que voilà, il y a plus aujourd'hui d'entreprises en France qui se lancent et qui échouent au bout des 2 à 5 voire 10 premières années, plutôt que celles qui réussissent. Et on va essayer d'identifier quels sont les dénominateurs communs de celles-ci, de façon à ce que les gens puissent partir avec davantage d'informations claires pour eux-mêmes réussir leur projet. Mais avant toute chose, du coup, toi, dans tes différentes activités, quel a été un petit peu le succès que tu as rencontré, qui t'a permis après d'accumuler de l'information, de la compétence pour que d'une part, les gens, en fait, c'est souvent comme ça que ça se passe, même moi je l'ai constaté, quand tu arrives à un certain niveau de réussite, c'est les gens eux-mêmes qui viennent vers toi et qui te disent, voilà, est-ce que tu peux me former, est-ce que tu peux m'expliquer, est-ce que tu veux bien m'accompagner, etc., etc. Comme ça permettra de poser les bases et puis aussi d'expliquer dans quelle mesure aujourd'hui tu es capable d'accompagner autant de gens et de manière aussi pertinente. Parce que pour situer un petit peu la chose, ces 15 derniers jours, tu as fait près de 30, 27 sauf erreur, coaching individuel à des entrepreneurs du programme Yes. et tous
tous sont changés. Ouais, ça sera vraiment l'occasion d'expliquer tout ça. Yes, bah écoute, c'est une question qui est très intéressante et qui est assez complète. Je vais essayer de synthétiser la réponse. Euh, les différents succès que j'ai pu avoir, ils ont autant été au niveau des résultats que à d'autres moments où j'aurais pu avoir moins de résultats dans des entreprises, ils ont été au niveau de l'expérience. Ma première boîte, c'était une SARL avec 3 salariés dans le domaine de la restauration. J'ai appris vraiment la base du business, du service client, du relationnel, de la vente, et j'avais comme projet de démarrer une franchise. Et puis au bout d'un an et demi, 2 ans, j'ai commencé à me rendre compte que finalement, j'étais plus autant excité par le projet. Et ce que j'ai fait, c'est que je l'ai vendu et cette boîte tourne toujours. Ok, donc la réussite que j'ai eue, bon, il y a le chiffre d'affaires qui va avec, mais c'est surtout la survie de cette entreprise qui a maintenant plus de 5 ans. D'accord, on arrive sur la 6e année, le business revendu tourne toujours. Donc je me suis dit, tiens, j'ai donné quelque chose de clé en main, ça tourne, c'est fonctionnel. Le deuxième business, pareil, dans la prestation de services informatiques, avec des prestataires, j'ai établi des partenariats avec des entreprises, des sous-traitants. Et là, le succès, il a vraiment été plutôt dans la forme que par les résultats financiers. C'était un business qui était vraiment solide, stable, qui tournait limite par lui-même et surtout avec une forte rentabilité. On est plus dans le service, très peu de charges, principalement des prestataires, pas vraiment de salariés. Et là, pareil, on m'a proposé de racheter. J'ai vendu clé en main. À ma connaissance, ça tourne toujours. À vérifier, j'ai plus vraiment de contact avec ce business-là. Et troisième gros business, c'était dans les services automobiles. Et c'est une entreprise qui aujourd'hui est vraiment florissante. C'est le plus gros succès en termes de chiffre d'affaires et en termes de notoriété locale. Je suis plutôt un entrepreneur dans le dur. Voilà, ça c'est les 3 plus gros succès, on va dire, d'entreprises concrètes, physiques, établies, SARL, voilà, qui durent encore aujourd'hui. Ok. Et c'est assez rigolo parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut se lancer essentiellement sur le digital, Yes. les leviers du digital, etc., etc. Et tu as lancé 3 business qui ont fonctionné, qui t'ont permis d'en vivre, voire même tous de les revendre aussi, et qui tournent encore. Du coup, voilà, par définition, ça paraît évident, mais pour quand même le notifier, tu ne vends pas un business qui est déficitaire ou qui est proche de la faillite, ou alors difficilement, et puis ensuite, voilà. Non. Donc voilà, c'est florissant, c'est stable, c'est solide. Qu'est-ce qui a fait que toi, tu t'es orienté vers ce type de business plutôt que des business digitaux? Mmh. Le digital, ça a été, pour moi, c'est vraiment un outil. Tu vois. Ouais. C'est un outil qui permet de faire vraiment des choses extraordinaires aujourd'hui avec Internet. Celui qui n'a pas conscience de ça, qui n'utilise pas le digital, quel que soit son business, a clairement un gros manque à gagner au niveau de ses résultats. Du coup, moi, le digital, c'est quelque chose que j'ai appréhendé et que j'ai utilisé pour faire croître et développer, pérenniser mes entreprises. Et j'ai quand même mis la main à la pâte, pardon, sur une courte période où j'ai expérimenté le digital en tant qu'agent spécialisé en acquisition de clients, où je me suis spécialisé en immobilier, donc pour les agences immobilières. Et ça aussi, mais ça a été vraiment sur une plus courte période. C'est pas un business que j'ai revendu, mais j'ai expérimenté aussi ce truc-là. Donc aujourd'hui, j'ai fait le tour. Et qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, je ne me suis pas lancé pleinement dans le digital? C'est tout simplement que la passion n'était pas assez forte. J'avais pas cette flamme dans le digital que j'avais ressenti à travers mes autres business et que j'ai aujourd'hui plus que jamais au niveau de ce business qui est plus qu'un business aujourd'hui, qui est vraiment une vraie vocation. Ouais, je comprends. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que tu as choisi de rejoindre le programme Le Consultant il y a de ça quelques semaines, quelques mois, étant donné que voilà, tu as un parcours d'entrepreneur relativement riche, tu as un niveau de conscience qui est aussi très élevé, ça se ressent, ça se voit aussi Merci. dans ce que tu fais. Qu'est-ce que tu recherchais? Est-ce que tu l'as trouvé? Et pourquoi ce programme plutôt qu'un autre? Ouais, effectivement, c'est une bonne question également. J'ai eu la possibilité de choisir beaucoup de formations en ligne, pas mal d'accompagnements aussi type hybride ou type coaching. Et à mon sens, le consultant, de ce que j'ai pu expérimenter et comparer, ce qui a fait vraiment la valeur ajoutée et la différence pour moi, c'était
la qualité de l'accompagnement. C'est-à-dire qu'on n'avait pas seulement accès à une formation et juste des vidéos et puis voilà, basta, démerdez-vous. On avait régulièrement du contenu qui avait 10 fois plus de valeur que la formation en elle-même à laquelle on avait accès, qui est juste déjà dingue. Ensuite, la qualité de la communauté en elle-même, c'est-à-dire que y a quand même un filtre. C'est pas n'importe qui rentre chez le consultant. C'est pas le premier venu wannabe qui veut devenir riche en 10 minutes qui vient chez le consultant. Donc il y a quand même une qualité au niveau de la communauté en interne à laquelle j'avais un petit peu accès, j'avais eu des échos. Et une fois que j'étais dedans, c'était juste, c'était plus qu'évident que c'était une des grosses valeurs ajoutées. Et la raison par contre principale, la raison numéro 1 qui fait que j'ai choisi cette formation et qui fait qu'aujourd'hui je n'éprouve même plus le besoin d'aller voir, j'y pense même pas, enfin d'aller voir un concurrent ou autre chose, c'est clairement que dans l'enseignement, dans le partage que tu apportes et dans tes conseils, tes coachings hebdomadaires, c'est clairement le fait que tu appliques tout en amont avant de le partager. C'est-à-dire que toi et ton entreprise, vous avez un business model qui me paraît, à mon sens, très sain, dans le sens où vous apprenez des choses que vous expérimentez régulièrement sur le terrain. C'est pas un truc que vous avez fait une fois avec un coup de bol ou par chance, puis vous vous dites tiens, comment m'enrichir, je vais vendre des formations sur un truc que j'ai fait une fois. Vous êtes constamment dans l'expérimentation, vous avez un business model qui fait que vous avez déjà des clients sur un autre terrain et vous n'avez clairement pas besoin de ça. Et vous le faites avec une telle... Et c'est pour ça aussi que j'ai rejoint l'équipe d'ailleurs, hein, c'est que vraiment il y a ce côté où vous aimez vos clients et vous ne les voyez pas comme des vaches à lait. C'est vraiment il y a cette volonté que je pense qu'il n'existe nulle part ailleurs, hein, et tout le monde le confirme, qui est que vous voulez vraiment que les gens qui rentrent dans le consultant réussissent. Et vous êtes vraiment orienté et focus sur le client et vous faites tout pour que les gens qui rentrent dans ce programme-là n'aient d'autre choix que de réussir. Mmh. Ouais, non, c'est clair, c'est clair. Et j'en viens justement à ma question suivante, c'est que du coup, dans le cadre de ton activité de business coach, est-ce que tu as eu des résultats sur ton business de business coach grâce au programme? Et si oui, comment tu as fait? Comment tu as fait et comment tu as fait pour trouver tes premiers clients, définir ton offre, etc. Comme ça, s'il y a des gens qui veulent faire du coaching qui ratent cette vidéo, ils vont pouvoir synthétiser un petit peu ces informations que tu vas réussir à transmettre et puis clairement avoir un plan d'action pour eux aussi passer à l'action. Yes. Déjà, moi, je fais du coaching en business depuis 2 ans maintenant, quasiment, vraiment de manière rémunérée, hein, voilà. Mais ce n'était pas à plein temps. C'est-à-dire que je le faisais lorsque on venait me solliciter. Et puis, je me posais la question au sujet de cette vocation que j'avais qui était grandissante. J'avais pour souhait de la développer concrètement et en faire vraiment c'est même pas mon business, c'est vraiment en faire mon quotidien. Et via le consultant, ce qui était intéressant, c'était que je pouvais avoir la validation autant sur le plan technique que expérimental, que théorique, de la méthodologie que je voulais employer et de la viabilité de ce business, mais de manière très structurée. Et clairement, ce que ça m'a apporté, c'est plus de structure et ça m'a fait une piqûre de rappel sur les bases du business appliquées aux métiers qui sont plus des métiers de service et qui sont plus basés sur sa personne. Et la chance que j'ai eue au sein de cette communauté, c'est que j'ai pu proposer mes services en interne de manière vraiment purement volontaire et beaucoup de consultants m'ont fait des retours d'expérience positifs. Et là, j'avais clairement un noyau d'entrepreneurs sur lequel je pouvais appliquer mon savoir, ma connaissance et optimiser selon leurs besoins. Et c'est là que j'ai vu la puissance du sur-mesure. Du coup, ça a été les bénéfices, ils ont été vraiment sur plusieurs aspects et ils ont été vraiment multiples en fait. Ok, je vois. Demain, si il y a un coach qui regarde cette vidéo, il démarre, il souhaite juste être coach, il détient une expertise, il a envie de partager cette expertise, il a envie d'aider les gens. Quel serait vraiment le conseil que tu lui donnerais pour se lancer
en tant que coach, vu que toi-même tu as été dans cette situation à une époque et que tu en accompagnes encore aujourd'hui? Le premier conseil, clairement, c'est de valider son expertise et de valider l'intérêt du marché envers ce qu'il a à proposer. C'est surtout quand on débute, clairement pour moi, c'est le plus important, c'est avoir la certitude que ce que l'on va apporter a de la valeur et permet d'atteindre des résultats. Ok, Ça, c'est vraiment, c'est indispensable et ça va agir sur plusieurs niveaux. Tout d'abord la certitude, ensuite la légitimité, puis le retour d'expérience rapide. ok, je vois. Clairement, pour moi, c'est indispensable aujourd'hui de tout de suite aller, aller parler à son marché et proposer ses services et puis améliorer l'offre de manière continue. Ne pas se focaliser juste sur je prends ce que j'ai dans un bouquin et je l'applique. C'est vraiment créer une espèce de boucle, de cercle vertueux d'optimisation constante et d'amélioration. Ok. Aujourd'hui, dans ton business, comment tu fonctionnes? Tu as un prix fixe, tu ferais un prix fixe plus un variable? Comment tu fonctionnes pour pricer tes clients en coaching? J'ai deux offres principalement. Ouais. J'ai des offres qui sont uniquement des prix fixes et qui sont basées sur le besoin d'avancer rapidement et qui sont basées sur le besoin d'expérience plus ou moins profonde. Donc j'ai principalement deux offres. Une qui est vraiment sur une transformation très profonde de l'entrepreneur et de son business. Et la première qui est vraiment un accompagnement plus classique où on est plus sur je suis le bras droit de l'entrepreneur sur une période avec un objectif très prédéfini. Ok. Donc c'est uniquement du fixe. Euh, Au tout début, par contre, ça peut aider des coachs qui démarrent. Au début, plutôt que juste proposer mes services de manière gratuite ou ma méthodologie de manière gratuite, j'ai fonctionné sur un système de variables. D'ailleurs, je n'avais pas pensé à cette solution-là et c'est dans la formation que j'ai eu l'idée par rapport aux vidéos, aux cours qu'on a. Euh, je me suis dit, ben, c'est vrai que j'ai pas pensé au pricing sur résultat. Et un de mes premiers clients à qui j'ai fait un coaching uniquement basé sur de la variable, d'ailleurs, là, ce mois-ci, vient de me faire un joli virement qui était sur une méthodologie qu'on avait mise en place il y a de ça quelques semaines et qui a porté ses fruits maintenant. Donc, le travail a été fait en amont. On récolte un peu plus tard, mais par contre, les résultats sont là. Donc, Excellent. voilà, c'est uniquement du fixe. Par contre, dans certaines situations où vraiment on sent que la personne qu'on accompagne est déterminée et qu'elle a un potentiel qui est énormissime, bah voilà, on peut s'autoriser quelques exceptions. Tiens, j'ai envie que j'adore qu'on me raconte des histoires et les histoires inspirantes encore plus. Yes. Ça pourrait en plus motiver beaucoup de gens. Souvent, on entend un petit peu les mêmes histoires. Le mec qui lance son agence de marketing digital, le mec qui fait des leads dans l'immobilier, ou alors le mec qui est infopreneur pour vendre des formations de dropshipping ou que sais-je Mhm. encore. Toi, tu coaches plein de gens. Nous aussi, à travers le consultant, on voit plein de gens passer. Outre le fait, maintenant aussi, tu coaches certains membres du programme. Te concernant, tes clients que tu as accompagnés, est-ce que tu as quelques success stories ou quelques histoires inspirantes à raconter aux gens qui suivent cette vidéo? Ça pourrait les motiver d'une part, mais aussi leur donner des idées d'autre part, si tu veux rentrer un petit peu plus dans le détail du business model de chacun. Ok. Ok. J'ai eu un étudiant là il y a pas longtemps qui est venu me voir pour un accompagnement pour que je l'aide à monter son agence digitale très classique. Ok, Ok. Et la spécificité de mon accompagnement, c'est que moi, j'aime construire un business sur mesure. Et avant de me lancer, je travaille sur les valeurs, les compétences, l'histoire de la personne. Et, et l'idée, c'est de transformer mon client en la vache pourpre de son domaine. Tu vois, ok, en référence au livre de Seth Godin, pour ceux qui ne connaissent pas. ouais, Et lui, il vient me voir, il me dit, écoute, non, non, moi, je veux juste que tu m'aides à monter mon agence digitale. Je sais que toi, en 6 mois, tu as fait un truc qui marchait plutôt bien et tout. Et il me dit, je vais vendre du community management à 500 € par mois. Je dis, ok, bon, bah, pourquoi pas. D'abord, on va faire un travail d'introspection sur tes valeurs, sur tes passions, ton histoire, tes compétences, tes expériences passées, etc. Et là, il s'avère que, grosse surprise, j'identifie une opportunité qui s'est confirmée. C'est qu'il est passionné par le e-sport, mais pas en tant que gamer, mais c'est qu'il avait ce rêve de plus tard euh, orienter son agence digitale autour du e-sport.
Tu vois, pour ceux qui ne savent pas, l'e-sport, c'est tout ce qui est pour tout ce qui est jeux vidéo en ligne, mais c'est tout un écosystème. Il y a les annonceurs, il y a le public, il y a les acteurs, il y a les financeurs, il y a les marques, enfin, il y a les organisateurs d'événements. Il y a c'est un écosystème très florissant et très complexe. Et donc, du coup, clairement, en peut-être 3 semaines de coaching, on met en place une offre, on met en place une stratégie, on met en place un branding, un plan d'action ultra simple qui est basé sur le réseau direct de la personne. Et il propose du coup aux entreprises physiques d'utiliser le canal du e-sport pour toucher les millennials avec ses talents d'écriture, de community management, etc. Et en 3 semaines, coup du destin, il est en call avec une entreprise très connue, par contre que je ne peux pas citer le nom, qui est une SS2I française qui est vraiment très 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 connue. Et ils lui disent, écoute, nous on te veut, tu vas nous organiser un event e-sport qui aura pour but de séduire nos nouvelles recrues. Et là, le devis, c'est plus du 400, du 500 euros, comme il l'espérait en community management. On est à un minimum, un seuil bas de 40 000 euros, plus un variable de 20 000 euros selon la faisabilité ou pas de certaines mises en place. Donc là, clairement, c'était, il y croyait pas. Il y croyait pas. Waouh. On attend la validation, hein, mais c'est lui qui organise avant septembre, avant la rentrée de septembre, le prochain événement de cette grande SS2I à plus de 40 000 euros, juste la prestation de service avec tout l'écosystème, community management, publicité, etc. Et aujourd'hui, il se déplace, il a des clients au niveau des teams chez les gamers, il fait des séminaires en tant que voilà, pour faire de la veille concurrentielle, etc. Et clairement, il est passé de simple prestataire de services freelance qui voulait juste faire du community management en expert en e-sport. Donc, c'est une des rares agences digitales en France spécialisée dans le e-sport. Et ça, il pensait que c'était impossible, mais il avait clairement les compétences de le faire. Et il suffisait juste de lui mettre un petit coup de boost et de lui montrer que c'était faisable, et concrètement avec des chiffres et avec des exercices bien particuliers. Yes. Et quels sont ces exercices particuliers dont tu parles qui font que des fois on arrive à révéler la vache pour révéler l'entrepreneur que l'on est au fond de nous? Tout d'abord, il y a des exercices d'introspection qui permettent de vraiment bien se connaître, mais qui en apparence sont des questions assez basiques, assez banales, mais qui, avec une lecture extérieure, notamment de moi en l'occurrence, d'un coach ou d'un accompagnant, font qu'on arrive à détecter des choses que dont la personne n'est pas consciente. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont tellement évidentes et tellement faciles pour la personne qu'elle n'a pas conscience que c'est une force et que c'est un don. Par exemple, là, il n'y a pas longtemps, j'étais avec un de mes clients cette semaine, et à la base, il était parti pour faire de la prestation digitale très classique, acquisition de leads, machin. Et il me dit, mais par contre, ça, c'est juste mon projet pour me financer mon rêve ultime. Et je lui dis, c'est quoi ton rêve ultime? Il me dit, je voudrais faire un truc sur le leadership. Ok, on creuse. On fait 2 heures ensemble et on sort une pépite, mais laisse tomber. Enfin, je te dis même pas le truc. Aujourd'hui, il est en train de se positionner en coach, en art oratoire, avec un vrai axe de développement de leadership et de confiance en soi. Ok. Et ses clients potentiels, ils me disent, ouais, mais qui c'est qui voudra de mes services? On creuse un peu, on fait encore des exercices de type quel est votre entourage? Est-ce qu'il y a des personnes qui vous ont déjà sollicité? Votre premier cercle d'amis, votre deuxième cercle, votre cercle familial, votre cercle professionnel, quelles sont les entreprises qui vous ont déjà recruté, votre parcours salarial, votre école. Et en fait, on fait une mind map de leur réseau existant et on fait un listing de prospects potentiels. Et en fait, il s'est avéré qu'aujourd'hui, il peut être demandé par des médecins qui souhaitent faire des talks en public, qui exposent leurs recherches, leurs avancées, ou qui souhaitent qui souhaitent demander des fonds, des subventions. Autant qu'il m'a raconté qu'il avait des contacts, notamment au niveau de certains députés qui avaient besoin de lui et qu'il avait même déjà coaché, mais il s'était même pas rendu compte qu'il pouvait en faire un business. Et en fait, voilà, c'est certains exercices qui sont anodins, mais qui ont pour but la prise de conscience des possibilités, des opportunités du réseau existant et aussi des valeurs, très important.
Alors ça, c'est des exercices qui sont spécifiques et particuliers. Après, bien entendu, il y a des exercices qui sont plus classiques et qui sont inhérents au business, qui sont par exemple vraiment structurer le business model ou encore l'étude de marché ou l'analyse SWOT, etc., etc. Ok, je vois. Et toi, te concernant, j'imagine que tu as fait ce genre d'exercice également sur toi, ce qui fait qu'aujourd'hui tu as pivoté et tu le dis, voilà, c'est carrément devenu une mission de vie. Qu'est-ce qui fait que ça a été comme une révélation pour toi, que tu t'es dit, je veux devenir business coach? Ça a été clairement ces exercices-là que j'ai appliqués sur moi-même avant de les appliquer aux autres. Clairement, moi, je le savais autour de moi, tout le monde me le criait, tu vois, mais je n'arrivais pas à l'accepter. Donc moi, c'était vraiment très profond. C'était clairement pas un problème d'opportunité, d'analyse de marché ou de business model, mais c'était plus, j'avais du mal à l'accepter. Donc c'était plus on va dire un problème d'ordre, je sais pas, j'avais un blocage que j'ai réussi à défaire et, dès que ce truc-là dès que j'ai accepté en fait cette vocation-là, je l'avais depuis très longtemps. Dès que j'ai accepté, tout est devenu plus simple. Ok. Est-ce que tu saurais nous dire quel était ce blocage? Moi, en ce qui me concernait, c'était clairement la peur de ce que pouvaient penser les autres. Euh, je rappelle que je suis un entrepreneur qui est principalement dans le dur, hein. Mes business, ils sont développés dans le tissu économique local du sud de la France. J'ai pas pour habitude de développer des entreprises en ligne. Du coup, j'avais peur du jugement que les autres pourraient porter euh, à mon image, pourraient me dire, OK, tiens, pour qui se prend lui? Il est business coach. Et moi-même, je me suis rendu compte que j'avais cette vision du coach qui était plutôt négative. Coach Hmm. business, je me dis, mais... Et en fait, c'est lorsque j'ai accepté et accepté que vraiment mon rôle, il était d'aider avant de faire du business, même si certaines personnes sont dans des situations difficiles, parfois même de faiblesse à certains moments parce elles ont l'esprit brouillé, etc. Moi, je voulais surtout pas être catégorisé comme une personne qui vend du vent ou qui vend du rêve. Du coup, j'ai mis un certain temps avant d'accepter ça et j'ai utilisé cette peur et cette appréhension pour vraiment consolider mes connaissances, mon savoir et me créer une vraie méthodologie qui est solide. Hmm. Ah, c'est super intéressant comme réflexion parce que moi-même, tu vois, j'ai eu un petit peu cette appréhension du business coach et encore aujourd'hui, je ne me considère pas forcément comme business coach, mais plus comme coach d'ordre général ou formateur ou tout simplement consultant qui représente encore aujourd'hui plus de 80% de nos activités. Mais ouais, j'ai eu la même chose et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas un problème qui venait de moi me concernant, c'était plus un problème qui était généré par les autres qui eux n'étaient pas forcément légitimes et surfaient sur une traîne, tu vois, sur une vague Yes. du un petit peu, je vais faire business coach parce que c'est l'oseille facile, je fais une belle promesse, et puis voilà, j'ai jamais fait 5 balles sur Internet, mais je vais faire payer 5000 balles quelque chose pour lui dire qu'il va gagner 10 000 balles par mois, et puis je trouverai bien un, deux ou trois pigeons qui vont m'acheter mon truc, et puis comme ça j'aurais fait avec moi-même mes 15 000 et je saurais mieux enseigner comment faire 15 000. Et la problématique, c'est qu'il y a une sorte de pandémie qui est en place qui se répand un peu comme la grippe ou comme la lèpre sur le marché et qui effectivement fait beaucoup de mal au marché en lui-même. Et c'est pour ça que moi personnellement, voilà, j'étais assez réticent à tout ça, comme j'étais réticent au coaching high ticket. C'est pour cette raison qu'on a créé les coaching high performance, qu'on a aussi même déposé la marque coaching high performance, où sont des coachings vraiment centrés sur la performance, donc sur le client, qui sont personnalisés, que ce soit en termes de résultats, d'efficacité, mais aussi de budget. C'est pour ça qu'on a développé l'équipe de coach et autres. Donc c'est vraiment important et ça nous tient à cœur. C'est pour ça que je rebondis là-dessus parce qu'on combat entre guillemets la même cause et on partage les mêmes valeurs. Mais ouais, c'est vraiment top. Autre question également, et après on reviendra vraiment à ton business model, etc. C'est voilà, aujourd'hui, du coup, tu coaches plusieurs personnes par jour, voire plusieurs dizaines de personnes par semaine. Euh, En tout cas, ça t'arrive. Tous entrepreneurs qui se lancent, qui démarrent ou qui pivotent leur activité, etc. Est-ce qu'il y a vraiment
un dénominateur ou plusieurs dénominateurs communs que tu arrives à ressortir, que ce soit du positif comme du négatif, qui font que vraiment ça pourrait peut-être quelqu'un qui regarde cette vidéo et se dit ah ouais en fait je me reconnais là-dedans, je n'avais pas forcément conscience, mais il faut que je corrige ça ou autre. Est-ce que ouais, il y a quelque chose que vraiment tu remarques à chaque fois qui pourrait vraiment aider les gens qui nous regardent? Donc, dénominateur commun positif, donc plutôt orienté succès, des causes de succès et des causes d'échec, tu veux dire? Ouais, ouais. Effectivement. Alors, effectivement, d'un ordre très général, il y a clairement des éléments qui sont redondants, qui sont que si on en prend conscience, on peut autant aller vers le succès, mais que si on néglige, on peut aller vers l'échec. Donc, ce sont des éléments centraux dans un business et autant d'un point de vue business que de la personne qui dirige le business, qui sont les suivants. Premièrement, la première cause de réussite ou d'échec, c'est clairement le fait que le marché est intéressé par votre offre ou pas. Ça, c'est une des bases. Statistiquement, c'est prouvé. Et effectivement, je le vois dans les coachings et dans le volume de personnes que j'accompagne. Je vois cet élément qui est redondant et qui tout de suite fait que le service ou le produit qui est proposé accroche ou pas. C'est clairement, il faut se rappeler que c'est le marché qui décide. Et il faut donner quelque chose que le marché est prêt à acheter. Après, quelque chose peut-être de plus intrinsèque et de redondant, c'est le manque d'information que peut avoir une personne sur son business, sur son marché. C'est le manque de recherche qui fait que parfois on est complètement à côté de la plaque parce qu'on est obsédé par juste l'idée et le fantasme que notre idée est génialissime, que nos services vont être géniaux. C'est-à-dire qu'on anticipe de manière parfois ultra positive que forcément ce qu'on a à proposer, ça va s'acheter en un claquement de doigts et qu'il suffit juste d'envoyer un simple mail à froid à des prospects pour que les gens disent « Ok, c'est génial, tiens, je te fais un virement ». Et les gens, souvent, ils tombent de haut. C'est-à-dire qu'ils sont tellement dans ce fantasme qu'ils n'ont pas testé tout de suite cette idée en application sur leur marché qu'ils restent dans une bulle d'hypothèse. Donc ça, clairement, c'est une cause d'échec et du moins, c'est une cause de ralentissement qui engendre procrastination, peur, manque de focus, manque de clarté, paralysie, etc., etc. Et à l'inverse, lorsque tout de suite, on va tester le marché, qu'on n'est pas obsédé par l'idée, qu'on ne fantasme pas dessus et que ce qui nous importe, c'est l'écho que le marché nous fait, le retour, le feedback, écouter le feedback et implémenter. Clairement, on va beaucoup plus vite, on se focus sur l'action et généralement, on a de meilleurs résultats. Après, autre élément intrinsèque, c'est clairement le manque de prise de sérieux qu'on a vis-à-vis de soi-même et de son business. Souvent, des personnes qui viennent, ça c'est quelque chose de très redondant dans la prestation de service. C'est-à-dire que moi, j'ai connu beaucoup d'entrepreneurs et je l'ai été aussi dans ce cas-là, c'est lorsque on a un business qui nécessite beaucoup d'investissement financier, on est la personne la plus sérieuse du monde sur ce business-là. On est engagé à 2000%. On a des locaux commerciaux qui nous ont coûté juste en droit au bail ou en pas de porte, parfois 10, 15, 20 000 euros, parfois plus sur l'endroit où on est implanté, des bureaux, des salariés tout de suite, etc. Quand on mise gros, on est automatiquement beaucoup plus engagé. Et parfois, quand on observe des gens qui se disent bah tiens, moi, quel type d'entreprise que je pourrais monter facilement sans trop de budget, etc., qui me coûte zéro, le fait que ces personnes-là se disent tiens, ce projet-là va me coûter zéro, parfois ça induit un manque d'implication et un manque de prise au sérieux. Ce qui fait que les personnes se disent bah tiens, en fait, ce business-là, c'est plus un passe-temps. Elles ne le conscientisent pas, mais inconsciemment, c'est comme ça qu'elles se comportent à travers ce business-là. Et la manière dont on se comporte soi-même avec son business et le regard qu'on porte à son business, bah, c'est le regard que les autres vont porter sur notre personne ou sur notre business. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre beaucoup d'argent sur la table pour s'investir dans son business, mais ça veut dire qu'il faut être conscient que si tu ne mises pas gros sur ton business, bah, il faut que tu aies quand même une implication qui soit disproportionnée. Moins tu mises et plus tu dois être impliqué. Sinon, il n'y a pas d'équilibre. Ok. Très, 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 très intéressant. J'espère que vous avez pris des notes par rapport à tout ça. Donc ça, c'était vraiment plus les causes d'échec des business. Donc on voit qu'il y en a beaucoup.
On voit Yes. il y en a beaucoup et c'est vrai que, à nouveau, moi, le point commun de de toutes ces notions, c'est qu'au final, on en revient un petit peu aux bases, on en revient à des choses que l'on répète souvent, Mhm. mais qui peut-être sont devenues tellement les bases qui du coup, on les oublie, bêtement on les C'est vrai. oublie et c'est vraiment dommage. Et il y a un truc sur lequel, mais je rebondis, tu as tout à fait raison, c'est le fait que les gens, comment dirais-je, tu l'as très très bien exprimé, moi j'ai souvent de la peine à l'exprimer, mais c'est quoi là, ils sont dans une idée, ils sont dans un truc, dans une bulle d'hypothèse, comme Mhm. tu l'as dit, et qu'ils sont persuadés que ça va marcher, que c'est génial, parce qu'en fait ils vivent dans leur projet, quoi. Ils sont dans leur projet, ils mangent projet, ils dorment projet, ils voyagent projet, ils vacances projet, ils famille projet, ils parlent de ça à tout le monde. Voilà, c'est ça, tu vois, ça fait partie de leur quotidien. Et alors que du coup, ils veulent tellement bien faire, ou alors ils vont utiliser des méthodologies ou des choses où ils veulent tout faire eux-mêmes, donc utiliser très peu de budget, c'est compliqué. Et tu vas te rendre compte, ils vont se rendre compte au bout de 6 mois, 1 an ou 2 ans, bah, qu'ils ont pratiquement pas avancé et que des Mhm. mecs qui sont pas aussi impliqués qu'eux, mais qui veulent juste faire du business et répondre à un besoin, ils vont mettre en place des projets pratiquement similaires, voire même encore plus lean, C'est vrai. en place en une semaine, alors que eux, ça fait 2 ans qu'ils galèrent, et 3 semaines plus tard, ils auront fait du cash. Et du coup, c'est à cause de justement ces bulles d'hypothèse et le fait qu'on fasse des plans sur la comète et qu'on veut tout faire soi-même et qu'on soit pas capable des fois de ravaler son ego et d'accepter le 80%. Et Mhm. c'est très problématique pour bon nombre d'entrepreneurs qui démarrent, qui se lancent et autres, parce que ça, en fait, ce sont des notions tout simplement qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne maîtrisent pas. Donc, à nouveau, on va à l'école pour nous apprendre des choses. Si on n'y est pas à l'école, bah voilà, on ne sait pas. Donc après, on fait une bêtise une fois, on met la, met le doigt sous la, comment on appelle ça là, sous la bougie, sous la flamme. Ouf, ça brûle, ça fait mal. Attention, attends, je réessaye. Ouf, ça brûle encore. Je vais arrêter. Je crois que je vais arrêter là. C'est bon, ça brûle. Donc une fois qu'on a appris que ça brûle, on fait plus, on fait attention, puis on va couper la flamme différemment. Donc c'est vraiment des problématiques sur lesquelles je ne peux que confirmer. Et quels sont du coup les dénominateurs communs selon toi, plus liés au succès par conséquent? Bah, c'est faire l'inverse en fait de ces choses-là, Ok, tout simplement. Et c'est clairement des dénominateurs communs. C'est pour ça que je disais que c'était des causes que si elles sont respectées et utilisées à bon escient, on peut aller vers le succès. Et si elles sont ouais, négligées, on va à l'autre sens vers l'échec. ouais. Des Mais je causes vais à peut-être effet dans les deux cas, ouais. ouais, c'est cause à effet dans les deux sens, dans les deux cas. Mais je vais peut-être essayer de trouver quelque chose qui vraiment est déterminant. Ouais, j'en ai un que j'ai pas cité, qui vraiment est redondant et qui est une cause de succès. C'est clairement la résilience. La résilience au niveau de son projet. Une des chances que l'on a lorsqu'on débute, et ça c'est bon, notamment quand on débute un projet, mais surtout ça c'est une chance qui est incroyable pour les débutants entrepreneurs qui sont sur leur premier projet, qui n'ont jamais eu d'entreprise, qui n'ont jamais vendu de service, qui ne connaissent rien d'autre que le salariat par exemple, ou les études, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui passent des études au business. Euh, une chance incroyable, mais vraiment incroyable, et ça vraiment c'est à noter, il faut en être conscient, c'est que vous ne savez pas ce qui vous attend. C'est que vous n'êtes pas conscient de la difficulté donc, qui vous attend et des épreuves que vous allez rencontrer. Et on peut se dire deux choses. Soit on se dit, oh là là, mon Dieu, ça me paralyse et je fais rien, c'est trop dur. Ou alors, on se dit, OK, Anis, dans cette interview, à telle minute 30 secondes, il a dit ça. Comment je pourrais l'implémenter? C'est le fait de ne pas savoir ce qui nous attend en termes de difficultés, de challenge et de barrières que l'on va rencontrer, quelles que soient les étapes du business. C'est une chance parce qu'on est un peu naïf. Et cette naïveté du débutant, elle est nécessaire. Et c'est ce qui fait que on met toute la motivation. Donc, c'est un carburant magique. Cet espoir, cette naïveté, ce truc-là, je sais pas comment dire, j'arrive pas à mettre les mots, mais clairement, c'est quelque chose qui est une chance énorme et qui doit nous servir surtout au démarrage, lorsqu'on ne sait pas ce qui nous attend. Parce que si on Hmm. savait ce qui nous attendait, souvent à l'avance, ben on ferait rien. Ou du moins, ça ferait un filtre et il resterait que les plus expérimentés. Donc, les débutants, votre premier business, utilisez le fait que vous ne savez pas encore ce qui vous attend, gardez cette énergie, cet espoir, presque cette naïveté positive pour vous dire, je me prends au sérieux, mon business va cartonner, je vais mettre toutes les balles, toutes les billes, je vais tout miser pour que mon succès soit le plus direct possible.
et surtout pour ne pas procrastiner. Parce que clairement, il n'y a rien de pire que de perdre son temps. Et le manque à gagner pour un entrepreneur, il est encore pire que pour un non-entrepreneur, pour un salarié. Parce qu'un manque à gagner dans un business, c'est avec l'effet cumulé notamment, plus tôt on démarre, plus tôt on gagne, plus tôt on réussit. Et plus loin on va. Ouais, c'est ça. Les effets cumulés, les intérêts composés d'un business, c'est vrai que c'est ultra puissant. Ultra puissant. Ok, donc très bien. On va revenir un petit peu sur ton business model de coach, de business coach. Comment est-ce que tu fais aujourd'hui concrètement pour trouver tes clients? Est-ce que tu mises plus sur le réseau, la recommandation, ou est-ce que tu mises plus sur une stratégie d'acquisition en ligne que tu as mis en place, ou comment tu t'y prends? Aujourd'hui, clairement, c'est uniquement via le réseau et la recommandation. Je fais zéro prospection, zéro publicité. Et c'est très bien comme ça, surtout dans un début. C'est vrai qu'au début, je me suis posé la question étant donné que j'ai des compétences en marketing digital, les compétences en plus qu'on acquiert dans la formation, le consultant, on peut être amené à mettre en place tout de suite un système de tunnel automatisé. Mais lorsqu'on est sur un business model comme le coaching, où ce qui importe, c'est l'expérimentation et la montée en compétences et la montée en savoir-faire constante, je pense qu'il est important de se focaliser sur le premier cercle de réseau, le deuxième cercle de réseau, le troisième cercle de réseau, et de tout miser sur la recommandation. Parce que c'est si vous réussissez tout de suite avec les gens qui sont autour de vous, parce que clairement, il ne faut pas se leurrer. Souvent, les gens ils se disent « Ouais, mais je ne sais pas comment trouver mes clients ». À croire que les clients dont ils parlent, c'est des extraterrestres, qu'il faut aller les chercher sur Mars avec SpaceX, Elon Musk. Mais les clients, ce sont des êtres humains. Et dans votre entourage, vous avez forcément des prospects potentiels et des gens que vous pouvez aider. Donc moi, tout de suite, malgré un long moment d'hésitation, tout de suite, je suis allé dans mon réseau direct, je suis allé demander des recommandations et je suis allé juste dire « Écoutez, aujourd'hui, je fais ça à plein temps. Si ça vous dit, je peux vous accompagner sur telle et telle problématique. Ou si vous pensez qu'il y a des personnes dans votre entourage qui souhaitent faire un point sans même forcément s'engager tout de suite avec moi, je peux leur apporter tout de suite de la valeur et leur donner une espèce d'avant-goût de mon expertise. Et il y a une question que j'aime bien poser en fin de premier appel. Je leur dis toujours, en toute transparence, combien tu estimes que cette heure qu'on a passée ensemble t'a fait gagner en termes de temps? Parce que souvent, quand on débute, on ne parle pas en chiffres, hein, on pourra parler ensuite de chiffres, mais au début, c'est souvent en termes de temps gagné. Et souvent, on me dit 2 mois. Et pour moi, il n'y a rien de plus gratifiant que quelqu'un me dise, en toute honnêteté, en toute transparence, tu m'as fait gagner à Nice 2 mois avec cet appel. Et là, je me dis, ok, c'est bon, je tiens quelque chose et je vais optimiser ça. Et plus ça va, et plus je suis très content des retours. Et encore aujourd'hui, cet après-midi, j'ai reçu une demande d'accompagnement d'une personne que j'avais aidée il y a 1 mois et demi à peu près. Et vraiment sans intention de lui vendre quoi que ce soit. En toute authenticité, je l'ai aidé à faire un point d'éclaircissement sur son projet from scratch. J'ai donné, attention, je n'ai pas donné des conseils, plan d'action, etc. Je l'ai aidé à faire la clarté et à articuler des idées entre elles. On a échangé un petit peu. J'ai jamais à aucun moment essayé de lui vendre quoi que ce soit. Là, tout à l'heure, cet après-midi, vers 16h, elle m'a dit « Anis, on commence quand? C'est bon, je suis OP ». Donc vraiment, moi, je suis sur de l'organique pur et sur de la relation de confiance et se construire une base solide d'authenticité et et d'autorité. Mais quelque chose de solide. Tu vois, pas du vent derrière. Les gens, ils peuvent aller se renseigner, ils peuvent demander à tous les gens avec qui j'ai discuté. Moi, je sais que je suis OK. Je suis confiant et je suis aligné. Et justement, c'est pour ça que je fais ça. Tu sais, tout à l'heure, on avait parlé, toi aussi, tu t'avais dit, tu veux surtout pas qu'on t'associe à ce phénomène de cette bulle. Moi, j'appelle ça une bulle. C'est effectivement, ça peut être une gangrène, mais voilà, c'est une bulle qui va éclater d'opportunistes qui viennent et qui vendent parfois du rêve avec des promesses alléchantes, mais derrière, ça suit pas toujours. Mais voilà, moi, pour me conforter, je mise tout sur l'authenticité, sur la transparence et sur la facilité qu'ont les gens à se relier entre eux et à demander du feedback par rapport à mon accompagnement. Ok, excellent. Excellent, c'est plutôt bon signe et c'est ce que je recommande. Et il n'y a rien de mieux à mon sens, surtout quand tu fais
du coaching, c'est-à-dire vraiment des relations humaines. Moi, typiquement, 80% de mes coachings aussi se vendent à travers soit le réseau, soit la recommandation, ou soit des gens que j'ai accompagnés dans d'autres offres qui veulent upgrade, ou à travers des conseils, donc la même chose. Une grande question qui souvent pose problème aux gens, comment as-tu pricé tes offres? Comment as-tu défini tes offres et comment les as-tu structurées face au prix que tu as réussi à définir? Excellente question. Le pricing, effectivement, ça a été une chose plutôt difficile, surtout quand on vend un service euh, qui est assez complexe. Au début, j'ai été tenté par me renseigner sur ce que faisait le marché, ce que proposait le marché. Mais effectivement, ça m'a donné des idées de prix, mais je n'ai pas trouvé d'offre, en dehors des promesses alléchantes, je n'ai pas trouvé d'offre vraiment claire et solide et cohérente avec ce que je voulais proposer. Donc, je me suis dit, OK, combien de temps je suis capable de faire gagner et quel résultat je suis capable d'apporter à quelqu'un from scratch. Ce qu'il faut savoir que c'est beaucoup plus difficile d'amener quelqu'un de 0 à 1 que de 1 à 2 à 3 à 4. Puisque lorsqu'une personne elle est déjà à 1, elle a déjà des résultats et on peut proposer des services d'optimisation pour la faire avancer. Mais là, on est dans la phase qui est la plus statistiquement est la plus génératrice d'échecs. Donc partir de 0. Donc je me suis dit, OK, combien ça peut valoir? Et j'ai posé tout simplement la question à mes prospects, aux gens que je connaissais moins. Et j'ai eu, à travers un sondage, plusieurs propositions de prix. Et puis j'ai créé mon offre avec ce que, encore une fois, le marché m'a renvoyé en écho. Donc du coup, à partir de ça, j'ai créé une première offre d'accompagnement qui était sur un délai de 3 mois. Et comment j'ai choisi mon délai? J'ai regardé ce que les études, les statistiques nous renvoient en retour par rapport au temps nécessaire à une transformation et à la construction d'un business et par rapport à mon expérience aussi. C'est-à-dire que 3 mois, ça me semble être une bonne timeline qui permettait d'apporter une transformation interne, intrinsèque de l'entrepreneur et une création d'un business, c'est-à-dire qu'en 3 mois, j'arrive à faire que les gens se payent et puissent avoir un business qui tourne déjà. Alors que souvent, j'entends, oui, mais en fait, il faut 1 an, 2 ans, 3 ans avant de commencer à se payer. Pourquoi pas? Mais en tout cas, moi, j'arrive à amener mes clients à se payer en moins de 3 mois et avoir un business model qui tourne tranquille. Voilà. Excellent. Je rajoute un petit truc. Yes. Excuse-moi, sur le pricing, j'ai répondu à moitié à la question. J'ai construit une deuxième offre et cette fois-ci, je n'ai pas fait de sondage au niveau de mon marché, au niveau de mes prospects. Cette fois-ci, je voulais faire une offre, comme je dirais toi, hautement qualitative, pas juste high ticket, pas juste haut de gamme. Moi, je ne suis pas Louis Vuitton, je ne suis pas Chanel, pour citer d'autres marques, que ce soit pas, que tu n'as pas besoin de mettre de bip sur les noms que je cite. Non, je ne suis pas une marque de vêtements, je ne vends pas du haut de gamme. Je vends de la haute qualité, de la haute stratégie, de la haute performance, si tu me permets d'utiliser ce terme-là. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce que mes clients souhaiteraient avoir d'extraordinaire? Et clairement, je te donne un exemple. Je ne veux pas annoncer mes tarifs là sur la vidéo, mais si par exemple, les coachs qui nous écoutent ou les prestataires de services, vous voulez vendre une prestation à 10 000. L'astuce que j'ai utilisée, c'est de discuter avec certains de mes clients actuels et d'autres prospects. Qu'est-ce que tu aimerais avoir pour 50 000? Si aujourd'hui, tu me payes 50 000 euros pour que je t'aide à faire exploser ton business from scratch, qu'est-ce que tu souhaiterais avoir comme expérience et comme accompagnement? Là, la personne, elle dit, putain, 50 000, waouh, c'est énorme. Je dis, non, mais réfléchis, réponds-moi. Et elle m'a donné tout un tas de choses qu'elle souhaiterait avoir. Et en fait, c'est les clients, c'est les prospects, c'est le marché qui m'a aidé à créer une offre sur mesure pour lui qui, dans sa tête, valait 50 000. C'est un exemple, hein, les 50 000. Et derrière, je me suis dit, OK, si lui, il me propose, si pour mon marché, ça vaut 50 000, si je le propose à 10 000, c'est irrésistible. Et moi, je suis aligné, je n'ai pas l'impression de les arnaquer. Je sais que pour eux, ça vaut 50, je leur fais à 10 000. Ça, c'est une méthode qui, plutôt que faire des statistiques ou regarder ce que font les autres, on peut poser la question, pour toi, qu'est-ce que tu aimerais avoir à ce prix-là? Eh ben, moi, je te l'offre à ce prix-là. La même expérience.
Parce qu'en coaching, on parle beaucoup d'expérience. Je ne sais pas si ça te parle, si tu as déjà eu l'opportunité de faire ça. Mais moi, c'est un très bon bien fonctionné. exercice, très intéressant, c'est un très bon exercice. Moi, c'est un petit peu ce que je fais, mais des fois à l'envers, tu vois. Combien vaudrait ceci ou cela? Ok. Et ensuite, ils te disent combien ça vaut et de quoi ils auraient besoin. Et effectivement, directement, ils te construisent l'offre sur mesure dont ils auraient besoin. Et ok, donc actuellement, donc tu veux pas forcément annoncer de prix en l'occurrence par rapport à tes prestations, ce que je respecte. On peut quand même dire une fourchette. Oui, bien sûr, parce que en fait, beaucoup de gens regardent le prix d'un service. Mais C'est ça. ça, c'est Et les pas, non et peu la expérimentés. valeur, ouais. Ils Et ne peu la regardent pas la valeur. valeur. Mais voilà, moi, j'ai une offre d'accompagnement qui est aux alentours voilà, globalement, on est autour des 5K. Ça, c'est la première offre. Et j'ai une deuxième offre d'accompagnement qui est plutôt autour des 10 et plus. Ça va dépendre. Il y a une partie aussi. C'est vrai que ma prestation est basée sur un prix fixe, mais selon ce dont on va avoir besoin en termes d'expérience, d'accompagnement et parfois aussi de délégation, parce que quand on vend de la haute performance, de la haute qualité, il faut se mettre au service aussi du client et faire ce qui est le mieux pour lui. Et selon le besoin, on peut être amené à utiliser certaines ressources que je vais inclure dans mon accompagnement. Donc, on va dire globalement une fourchette autour des 5 à une deuxième fourchette à plus de 10. Voilà, à 10 et plus. Ok, ok, très bien. Et quel est ton USP? C'est pour l'offre à 5, on est clairement sur une construction d'un business unique sur mesure from scratch. D'accord. Et la deuxième offre, qui est d'une gamme au-dessus avec une expérience plus intense, elle est similaire au niveau de l'USP, mais c'est une expérience beaucoup plus profonde et c'est des gens qui ont besoin pas juste d'une dimension de coaching et de conseil, mais d'une dimension vraiment plus transformatrice. Ok, Voilà. ok. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, USP égale Unique Selling Proposition, qui est en fait une proposition unique de vente, soit une promesse, tout simplement. Globalement, pour vulgariser un petit peu la chose. Ok, écoute, beaucoup d'informations transmises. Donc plutôt chouette, plutôt intéressant. Donc avant, tu avais une carrière d'entrepreneur dans différents domaines, business enduré et autres. Ensuite, boum, tu t'es mis au business coaching depuis maintenant 2 ans. Tu as développé cette activité aussi à travers le programme, la communauté et autres. Tu es maintenant aussi coach à travers le programme et c'est vraiment un plaisir. Plaisir Euh, partagé. est-ce que est-ce que tu as remarqué vraiment, ça pourrait aider beaucoup de gens parce que en plus prochainement les portes du programme vont réouvrir. Ils auront probablement l'occasion d'être coachés par tes soins par conséquent, vu que tu fais du coaching individuel à travers le programme qui est offert, qui est inclus dans le programme et c'est vraiment génial. Est-ce que toi, te concernant, tu as vraiment vu un avant-après le consultant, que ce soit pour toi ou pour d'autres? Si oui, quel est ce facteur? Quel est cet élément? Euh, je vais parler pour moi. Ce sera plus simple, plus authentique. Yes. Mon avant-après le consultant, il est clairement visible, que ce soit dans ma vie perso que dans ma vie professionnelle. Euh, la chance que j'ai eue de pouvoir accompagner autant de personnes dans un laps de temps plus réduit fait que ma learning curve, ma courbe de croissance en termes d'expertise, d'apprentissage, a clairement, elle a clairement explosé. Tu vois. On n'est plus sur de la croissance linéaire, c'est que j'ai fait limite une croissance exponentielle en termes de compétences. Et derrière, sur le plan perso, ça permet aussi, parce que tu partages aussi des clés qui concernent plus la discipline, autant personnelle que professionnelle. Ça m'a aussi beaucoup impacté dans ma vie en tant qu'entrepreneur. Et le avant-après, il a été vraiment extraordinaire pour moi dans le sens où j'ai eu accès à une vraie communauté. Encore une fois, à un vrai environnement. Parce que on aurait pu l'inclure dans les conseils qui pouvaient encourager l'échec ou la réussite. C'est vraiment l'environnement. Et c'est une clé qui est non négligeable. Et du coup, Mm. euh, surtout pour les entrepreneurs, souvent on est l'entrepreneur solitaire dans un environnement qui ne nous comprend pas, tu vois, qui nous rejette parfois même.
qui nous découragent. Non, non, surtout, arrête tes conneries. Le business, c'est pas pour toi, c'est pour les gens extraordinaires. Le business, c'est que pour les gens qui passent à la télé. Et on est souvent découragé, tu vois, et on abandonne parce que personne ne comprend, tout le monde est salarié, abandonne tes rêves. Et là, clairement, le fait d'être dans un écosystème effervescent à un point qu'on n'imagine même pas, avec une bienveillance, et voilà, il y a l'épigénétique, pour ceux qui savent pas ce que c'est, allez googler épigénétique. Enfin, il y a tout ce truc-là qui fait qu'il y a clairement un avant, un après. Et le positif, il est autant sur le business que sur les chiffres, que sur le plan perso. Et ça, c'est vraiment rare d'avoir une transformation comme ça. Et moi, je l'ai ressenti, mais mon entourage et même mes clients le ressentent aussi. Ok, je te remercie. C'est positif, c'est qu'on est sur la bonne voie dans ce cas. Carrément, carrément. Je me pose une question, du coup, vu que ta croissance elle est exponentielle, quelle est ta prochaine étape? Continuer à être aussi bon que possible, accompagner beaucoup plus de gens, mais peut-être de manière plus qualitative. Tu vois, la prochaine étape. Quelle est ta définition du qualitatif? Parce que les Alors, changements, on les voit déjà, la satisfaction, elle est déjà présente. yes, faire encore mieux. Faire encore mieux parce que c'est clairement que le début. Comme tu dis, on est sur la bonne voie. Moi, je suis aussi dans cette aventure-là. Hein, et aussi sur le plan individuel, je suis aussi sur la bonne voie et je me contente pas juste de ça. C'est pas parce qu'on me dit, OK, t'es bon. OK, putain, en 1 heure, tu m'as fait gagner 2 mois ou t'as transformé mon business model, tu m'as fait, enfin voilà, c'est extraordinaire. Ça me suffit pas. Je veux vraiment être dans cette boucle d'optimisation constante. Et la prochaine étape, je pense, ce sera forcément de peut-être passer plus en lumière. Voilà, c'est une petite peut-être une annonce, une pré-annonce, un teasing, d'être peut-être un peu plus, d'oser plus me mettre en avant maintenant. Ce sera peut-être pas pour tout de suite, mais d'être plus visible, notamment en ligne, vu que de manière organique, le tissu, la propagation de l'information et des témoignages, tout ça est positif et se propage plutôt bien. Je suis en train de construire des fondations solides. Donc, je pense que la next step, dans un moyen terme, ça va être de pouvoir aider plus de monde en me mettant un peu plus en lumière. Voilà, pour l'instant, je suis dans l'ombre et ça me va très très bien. Je construis des fondations solides. Ok, excellent, excellent. Bah, ce sera un plaisir de pouvoir te mettre davantage en lumière, vu comment ça peut impacter positivement les gens. Est-ce que tu as déjà ta vision et tes objectifs sur 5 ans? Non. Pas Non, encore. alors j'ai une vision, clairement, hein, j'ai une très claire vision sur 5 ans, mais les objectifs, ils évoluent constamment, tu vois. Et j'en ai peut-être à 1 an et demi, mais au-delà d'1 an et demi, 2 ans, parce qu'en fait, on peut tellement faire de choses en 2 ans, tu vois, en 18 mois, 2 ans, on peut tellement accomplir de choses. Et toi-même, je pense que tu es le premier à en être le témoin vivant, le résultat, etc., que 5 ans, euh, voilà, j'arrive pas encore à définir des objectifs à plus d'1 an. Ok. Et ta vision sur 5 ans, c'est quoi si on parle juste de vision? Ma vision sur 5 ans, c'est clairement d'avoir accompagné au moins 1000 personnes, que ce soit en individuel ou en groupe, mais avec un accompagnement réellement transformateur. C'est, étant donné que ce que je fais, c'est une vocation, euh, mon quotidien et le coaching, mon quotidien et l'amélioration de moi-même, de mes compétences et de la valeur que je peux apporter aux autres. Donc, c'est clairement de passer ce phénomène de bulle, une fois que cette bulle aura éclaté, cette tendance qui restera que les vrais, les plus sérieux, c'est vraiment d'avoir accompagné au moins 1000 personnes, mais de manière très profonde et très transformationnelle. Donc, c'est ma vision. Et ensuite, j'ai une vision, bien sûr, qui est plus personnelle, qui est plus, voilà, je suis plutôt pudique. Mais sur le plan perso, bien entendu, c'est de construire un écosystème familial exemplaire. Parce que quand on coach et quand on est authentique et aligné, il faut être ce que tu dis si bien toi-même, lead by example, être le produit de son produit. Et clairement, ça, tu m'as transmis ce truc-là et tu me l'as rappelé. Et c'est quelque chose qui résonne toujours. C'est être exemplaire pour inspirer. Et du coup, autant dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle, ma vision, elle est vraiment d'être le plus exemplaire possible et d'incarner
ce que j'enseigne. Et Hmm. peut-être que dans 5 ans, je fais encore un petit teasing, il y aura probablement un projet plus institutionnel de formation d'accompagnement qui, je l'espère, pourront être subventionnés et qui pourront être accessibles à des gens qui n'ont peut-être pas les moyens aujourd'hui de se lancer en entrepreneuriat et de s'offrir les services d'un coach ou d'un consultant. Magnifique, excellent. Excellent. On arrive au bout de cette interview, de cette vidéo. Je te remercie en tout cas pour tes précieux conseils et ton temps. Merci à toi. Que dirais-tu, si tu as vraiment un dernier conseil, que dirais-tu aux gens qui regardent cette interview et qui n'ont pas encore les résultats qu'ils voudraient? Qui n'ont pas, par rapport à quoi? D'ordre général ou par rapport à un axe en particulier? Ouais, d'ordre général, vraiment, que ce soit, vu que business coach, voilà, on est aussi notre business, vu que tu travailles beaucoup avec des solopreneurs, ça touche aussi des fois le perso. Des fois, il y a peut-être vraiment ce sentiment de frustration au fond. Voilà, ils n'ont pas encore les résultats qu'ils voudraient. Qu'est-ce que tu leur dirais? Donc, les gens, quand tu dis les gens n'ont pas encore les résultats qu'ils voudraient, ça veut dire que ils ont déjà entamé ce process entrepreneurial. Je leur dirais clairement d'aller chercher l'information la plus qualitative possible, hein, et de réfléchir en tant qu'entrepreneur. Donc, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui investit sur lui-même d'abord et sur son projet. Donc, aller chercher l'information la plus qualitative possible et aller chercher le meilleur accompagnement possible. Si aujourd'hui ce que vous faites ne fonctionne pas tout seul, si vous continuez à faire les choses de la même manière, vous aurez les mêmes résultats. Donc clairement, formez-vous, faites-vous accompagner, mais ne suivez pas les promesses alléchantes et brillantes, la poudre de perlimpinpin. Allez chercher la qualité. Souvent, les gens qui vont chercher juste une belle promesse et qui cherchent absolument la belle promesse, le truc qui brille. Tu sais, pour nous, Ouais. ça paraît évident. Les belles promesses, les trucs qui brillent, on arrive rapidement à les déceler. Enfin, moi personnellement, aujourd'hui, j'arrive très rapidement à reconnaître un acteur sérieux d'un acteur moins sérieux, voire pas du tout. Comment tu fais, toi, pour avoir le pifomètre, le nez? Parce que voilà, moi, je pense, par exemple, imaginons, hein, j'imagine, mais Bernard, 57 ans, qui veut qui veut faire une réinsertion professionnelle, changer de métier et puis s'ouvrir au métier du web ou alors devenir consultant, coach ou même prestataire ou peu m'importe, ou consultant indépendant. Il y connaît rien, il voit une promesse alléchante, il se dit voilà, il y a 2-3 témoignages qui peuvent être des faux témoignages. Il achète, il s'est fait avoir. Est-ce que tu aurais, allez, dernier conseil, je suis gourmand, hein, je sais, mais est-ce que là, vu que tu l'as répété à 2-3 reprises toi aussi, est-ce qu'il y a un truc qui vraiment ne trompe pas et qui fait que tu peux leur dire soyez vigilants par rapport à ça? Yes. Excellente question, et je pense qu'elle va servir à beaucoup de personnes. J'ai développé aussi un pifomètre, comme tu dis, j'ai développé un flair. Ça, c'est à force d'être confronté à certaines situations. Le meilleur conseil que je puisse donner, c'est non pas de regarder juste les 3 témoignages, mais d'aller creuser. Il y a des choses qui sont facilement vérifiables. Les personnes qui témoignent, on peut les contacter. Et lorsque la personne est authentique, a vraiment rien à cacher, les membres, on sait qui sont les membres déjà existants dans telle et telle formation, dans tel et tel accompagnement. On peut aller leur parler. On peut discuter autant avec les membres fondateurs qu'avec les élèves. Et moi, clairement, j'irai tout de suite discuter avec des élèves. Et clairement, les résultats que peuvent pas montrer en témoignage les élèves, mais qui clairement peuvent échanger avec toi d'une manière transparente et privée, c'est un indicateur. Ensuite, le deuxième indicateur, ça va être clairement le feeling qu'on a vis-à-vis de cette personne. Tu vois. Et qu'est-ce qu'elle fait en plus de l'enseignement qu'elle commercialise. Tu vois. Et déjà, je pense que si on regarde juste les gens qui se contentent juste d'enseigner et les gens qui appliquent constamment et qui ont un vrai business, qui en plus l'enseignent, déjà tu fais le tri. Là, on parle des formations en ligne notamment. Tu fais le tri et tu mets à la poubelle 80% de l'écosystème. Et si en plus, si dans les 20% restants, les personnes qui nous regardent ont encore un doute, ben, je les invite à tout simplement aller discuter avec les membres de la communauté. Et ça, franchement, aujourd'hui, juste avec ces 2 conseils-là, on peut pas se tromper. Ok, parfait, Je sais pas superbe. ce que tu en penses. J'aimerais que peut-être que tu donnes ton avis là-dessus. Ça peut être
enrichissant en plus de ce que j'ai donné. Moi, je suis globalement du même avis. Après, il y a aussi la cohérence des offres en fait entre elles, parce que souvent ils disposent de plusieurs offres. La cohérence des offres et des actions qu'ils proposent sur un même marché. Qui dénotent en fait souvent ils mettent en place une offre, ils vont faire une ou deux ventes parce que voilà, quand en fait tu as un vrai écosystème qui marche, l'exponentialité de l'offre, elle est réellement présente. Ça veut dire que moi typiquement aujourd'hui, je suis arrivé à un point où je ne peux plus, j'ai plus de capacité d'absorption. En fait, je ne peux plus prendre des gens en coaching. Donc il y a une cohérence en fait avec le reste des offres. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Ensuite, il y a ce premier point qui est différent des tiens, mais sinon j'aurais repris exactement les mêmes tiens. Il y a aussi le fait que l'ancienneté sur un marché et dans quel ordre ça a été fait. Typiquement, moi je vois beaucoup de gens qui du coup se lancent sur le marché de l'infopreneuriat ou du coaching pour faire de l'infopreneuriat ou du coaching pour faire de l'oseille. Alors que effectivement, quelqu'un qui du coup va se lancer et qui va directement peut-être vouloir taper des gros clients, même possiblement en variable, sans prendre de rémunération derrière, mais uniquement à la performance, va se baser directement essentiellement sur ses compétences. Et du coup, ce mec-là, il va pas miser sur sa capacité à vendre pour faire de l'argent, mais il va miser sur sa capacité à délivrer pour prouver ses compétences. Et du coup, là, on change totalement et on inverse le risque. Et du coup, ceux qui ont tendance à inverser le risque par la performance et du coup miser sur eux-mêmes de par leur performance auront tendance à le faire sur tout le business model derrière. Et ne pas avoir peur d'investir temps, énergie, voire même argent. Comme nous, là, par exemple, ce week-end, tu vas également intervenir au Mastermind. Moi, j'ai pas peur de dire que la société, ma boîte, on a lâché à peu près 50 000 euros qu'on a offert à tous les membres de la formation pour leur organiser un mastermind, pour la simple et bonne raison que je souhaitais les rencontrer et je souhaitais les féliciter tout simplement pour les résultats juste dingues qu'ils sont en train de faire, tous autant qu'ils sont, et du coup d'inviter près de 100 personnes dans un des plus beaux palaces parisiens, tout frais payé, pendant 2 jours, avec des intervenants d'exception. Parce que c'est naturel et c'est ma mission en fait d'aider. Et du coup, ceux qui font ça, alors ça s'adresse au Make Money Online ou au business, mais ça s'adresse à vraiment tous les domaines. Tu vois, je veux dire, il y a beaucoup de gens, comme par exemple quelqu'un que j'apprécie tout particulièrement, qui est dans le domaine également du coaching, de l'infoprenariat, mais dans un tout autre domaine que le business, c'est Alexandre Cormon, qui est dans la niche, qui est Love Coach, qui est dans la niche de l'amour. Tu vois, par exemple, il habite à Miami et pourtant, souvent, il prend l'avion jusqu'en France pour rencontrer ses abonnés ou même organiser des conférences dans des magnifiques théâtres avec des centaines de personnes à Paris à des prix extrêmement abordables pour être proche de sa communauté et pour délivrer. Du coup, c'est vraiment des gens qui sont en fait missionnés plus que qui sont là pour surfer sur l'opportunité. En fait, ils aiment les gens, quoi. Ils aiment les gens, ils aiment leur métier. Donc, c'est vraiment, tu le ressens en fait quand t'aimes ou pas. C'est tout à fait ça. On ne pouvait pas conclure mieux que ça qu'en disant peut-être, même si ça fait un peu gnangnan ou je sais pas quoi, c'est vrai que il faut mettre de l'amour, quoi. L'amour, c'est très important. Et ça place aussi dans le business. C'est un puissant moteur. Et les gens le ressentent. Quand tu leur donnes de l'amour et que tu les aimes, franchement, c'est ça. Conclusion. Et si quelqu'un veut te donner de l'amour, où est-ce qu'il peut te retrouver pour terminer cette vidéo? T'as un réseau social à partager, hormis le fait que t'es dans le consultant prêt à répondre à toutes les questions? Yes. Alors si je suis joignable via LinkedIn, on peut me contacter sur les réseaux sociaux en tapant mon nom, prénom. Facebook le lien aussi, dans la description. Facebook aussi, je suis pas trop actif sur Facebook, mais ouais, globalement LinkedIn c'est bien, c'est un bon point d'entrée pour me contacter. Je serais ravi d'échanger et de faire le point, d'éclaircir, de discuter sans facturer. J'offre de l'amour et ceux qui sont partants, ceux qui sont motivés, ceux qui vraiment savent ce qu'ils veulent, qui sont pleins d'énergie, qui ont juste besoin d'un coup de boost et d'un accélérateur. Ce sera vraiment avec très grand plaisir que j'échangerai avec eux sans retenue, sans aucune pression, sans intention cachée. Voilà. Ok,
Superbe. Parfait. Merci Anis en tout cas pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, celles et ceux qui ont regardé cette vidéo. Si c'est le cas, faites-le nous savoir avec un super pouce bleu comme à chaque fois. Dites-le nous également en commentaire si vous avez la moindre question. J'imagine que Anis, tu passeras par là également sur YouTube pour répondre aux éventuelles questions des personnes qui nous ont regardé. Et partagez cette vidéo tout autour de vous parce qu'il y a beaucoup de clés qui ont été transmises. Un format, vous l'avez constaté, un petit peu différent des interviews que je fais chaque dimanche. En plus, les dimanches qui vont suivre, il y aura aussi des formats différents. Ce sera des interviews physiques qu'on va faire notamment ce week-end au Mastermind. Donc, ça va être super intéressant là aussi. Ça sera une vision différente dans un cadre différent et plutôt sympathique. Donc, on verra tous ces nouveaux contenus ensemble. Et merci encore à toi, Anis. Merci à tous de nous suivre et de plus en plus nombreux. Et puis, à très bientôt. Merci à toi, Alec. Merci à tout le monde. À bientôt.